Allez, parti. Bonjour Nicolas. Salut Hugo. Bon, je t'appelle Nico, bah oui, parce qu'on va pas le cacher, on se connaît, on a déjà travaillé ensemble. Donc tiens, te remercier parce que c'est un premier interview, donc merci de nous accueillir chez plaisir. Toi ou chez vous, dans votre belle maison, ici dans ce jardin. Qui te tient bien à cœur. Donc c'est une interview qui se veut ludique autour des algues, mais aussi autour de ton univers pour mieux connaître toi, ta personne, mais aussi ta maison. La maison. Pour casser un petit peu la glace, même s'il n'y en a pas, on va commencer par un petit jeu hyper ludique. Tu te rappelles du jeu Motus? Un petit peu. Quand tu as préparé un petit Motus, tu as des balles de ping-pong. D'accord. Dessus, il y a des algues. Il y a aussi ta tête. Ah oui, d'accord. Il y a deux boules noires. Ok. Si tu tombes sur une algue, il faut que tu nous donnes une recette avec cette algue en 15 secondes. D'accord. Si c'est ta tête, c'est une anecdote de cuisine. Et si c'est une boule noire, on verra à la fin de la vidéo ce qui se passera. Prêt? Moi, je suis prêt. Alors tu regardes pas et tu tires une balle au hasard. Ah, c'est ma tête. Voilà. C'est toi, ça commence bien. Ça commence bien. Est-ce que tu as une anecdote de cuisine à nous dire? J'en ai sûrement beaucoup. J'ai commencé la cuisine assez tard. Peut-être ma première ouverture d'huîtres. Ah. Voilà, j'étais en cuisine un dimanche midi où tout l'hôtel était rempli, le restaurant rempli, et j'ai ouvert mes premières huîtres. Et en fait, voilà, j'ai été 15 jours arrêté avec la main dans le sac pour mes premières semaines en cuisine. Donc ça, c'était pas top. Ça, c'est quelque chose qui reste gravé un petit peu dans ma mémoire en tant que cuisinier. T'as encore la cicatrice? J'ai encore la cicatrice. On va en retirer une deuxième du coup. Donc ça, c'est l'algue nori. Ouais, la nori. J'aime bien l'associer avec du chocolat. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que on fait des petits chocolats comme ça, on utilise du chocolat plutôt amer, 80%, même un peu plus parfois, et je trouve que la nori avec la fleur de sel et le chocolat, ça match vraiment bien, et d'ailleurs on en propose aujourd'hui sur des ormeaux qu'on fait en chocolat, dans des moules spécifiques dans lesquels on met de la fleur de sel et un peu de nori. Ah, super intéressant. Voilà. Sans regarder, bien sûr. C'est celle qui fallait pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qu'on te connaisse un petit peu plus? Nicolas Conro, je suis chef propriétaire de cette maison familiale qui existe depuis un peu plus de 70 ans. Voilà, je suis animé aujourd'hui par un parcours de cuisinier, mais plutôt un cuisinier engagé. J'ai toujours envie de dire un cuisinier qui n'est pas comme les autres, parce que j'ai appris la cuisine un petit peu seul, enfin avec d'autres personnes, comme toi d'ailleurs, Hugo, au début. Voilà, et puis je me suis construit comme ça, et au fur et à mesure, j'ai compris que au-delà de la cuisine, j'avais aussi un engagement et une sorte de mission de changer la manière de faire la cuisine, ou de la penser en tout cas. Et c'est ce que je fais aujourd'hui au quotidien avec mes équipes. À quel moment de ton parcours, justement, les algues sont entrées dans ta vie et dans ta vie de cuisinier particulièrement? Bah peut-être que quand tu as travaillé avec moi, je pense. un petit peu. Peut-être avant quand même, avec les huîtres déjà. Avant, ouais, bien sûr. Mais oui, non, les algues sont rentrées. En fait, moi, j'étais très curieux de connaître, pour apprendre à cuisiner. J'ai d'abord appris à connaître le territoire. Étant donné qu'on est dans le Finistère Nord, les algues, c'était quelque chose de naturel, forcément. Donc oui, j'ai commencé à apprendre à travailler avec les algues. Au départ, c'est pas facile parce que il fallait encore à cette époque-là, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, convaincre les clients de manger des algues. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de convaincre parce que tout le monde sait que c'est extrêmement bon de manger des algues. Mais oui, j'ai appris à les cuisiner de manière différente. Donc c'est grâce à moi. Bah oui, complètement. Du coup, on va refaire un petit jeu. Déjà, je vais te faire tirer des cartes. Dessus, il y a des familles d'algues. Donc algues rouges, algues vertes, algues brunes. Et selon sur ce que tu tombes, je vais te poser une question en rapport avec la couleur surtout. Ok. Première. Donc, algues brunes. Eh ben, écoute, très simplement, qu'est-ce que tu aimes cuisiner le dimanche soir? Alors maintenant, le dimanche soir, je suis plus à la maison, Hugo. Je suis au travail. Alors on va dire, qu'est-ce que j'aime cuisiner le lundi soir, par exemple, si tu veux, ou le mardi. En général, ce sont toujours des choses qui sont extrêmement simples parce que je suis vraiment un fan des produits. Donc ça va être plutôt des poissons un petit peu crus qu'on va faire mariner, et un riz simplement cuit, vraiment avec une belle méthode japonaise, et un peu de tsukudani quand même. Pourquoi pas, et voilà. Et j'ai envie de dire que ça me suffit. J'aime les choses qui sont vraiment extrêmement simples. À partir du moment où je mange des bons produits, j'essaye de manger des choses qui soient le plus végétales possible et le plus respectueuses, en sachant toujours d'où viennent mes produits. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est le plus important de nos jours. On va en faire une deuxième. Algues vertes. Donc là, on va parler d'écologie. Le vert, c'est l'écologie. Si tu devais garder une action vraiment dans ta vie pour limiter ton impact carbone, ça serait laquelle? Si on te donne le choix, tu peux en garder qu'une seule, laquelle tu garderais? Tout simplement de vivre avec les produits, de se nourrir avec les produits qui nous entourent.
ça limite forcément l'impact puisqu'il n'y a pas de transport. Le transport reste quand même quelque chose de très marquant pour une entreprise aussi comme la nôtre, parce qu'on est quand même consommateur de produits, et à partir du moment où on raisonne avec des produits qui sont le plus proches, le plus locavore, même si c'est hyper locavore, j'ai envie de dire, possible, je crois que voilà, on dépense beaucoup moins, on a une empreinte carbone qui est beaucoup plus légère. Et puis de végétaliser son alimentation, ça a un impact qui est énorme. Oui. Tu as véritablement transformé ta cuisine il y a quelques années pour une cuisine plus végétale, avec une dominance végétale en tout cas, mais aussi la fermentation ou les fermentations. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce chemin ? Alors, ce chemin, il est arrivé, alors je dis toujours c'est grâce à cause, mais grâce au Covid. C'est une période où on a tous été un petit peu à l'arrêt, et je crois qu'on a tous fait un petit peu, on a tous eu le temps de s'ancrer, de se poser et de comprendre quels étaient nos besoins primaires, on peut dire ça comme ça. Le mien, ça a été d'abord de me nourrir de manière différente, avec une alimentation plus végétale. C'était d'abord pour mon bien-être et le bien-être de ma famille. Et puis, j'ai commencé aussi à m'intéresser à toutes les techniques fermentaires, ce que j'appelle plutôt alimentation vivante, parce que c'est plutôt un global. Ce n'est pas que de la fermentation, mais c'est aussi de la conservation qui peut être beaucoup plus naturelle et sans énergie. Et c'est à partir de là que j'ai compris, avec tous les effets bénéfiques que je pouvais ressentir moi-même, qu'il était important, dès le redémarrage après le Covid, de proposer ça à nos clients, à mon équipe de cuisine aussi bien entendu, et de proposer une alimentation différente et une manière de travailler en cuisine qui soit différente. Mais encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir cette pause Covid et de l'avoir vécu de manière à la faire, à la tourner en quelque chose de positif. Transformer, quoi. Une belle efficience. Comment tu vois ta cuisine dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'espère que notre cuisine sera encore plus végétale que ce qu'elle est aujourd'hui et moins impactante pour l'environnement. Moi, je dis toujours qu'on est en chemin parce qu'il reste des tas de choses à faire en cuisine ou sur la manière dont fonctionne notre maison. Souvent, on est bloqué par les investissements parce que quand on veut végétaliser et être le moins impactant possible, il faut se munir de réserves d'eau, de frigo enterrés, de choses comme ça. Ça nécessite beaucoup d'investissement. Mais oui, dans 10 ans, j'espère que je pourrai faire tout ça. Si on parle uniquement de l'assiette, elle sera de plus en plus végétale, c'est sûr. Respectueuse de l'environnement, ça c'est une obligation. Et je pense que ce sera encore moins carné que ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. Parce qu'il faut réellement réduire notre consommation de viande, mais aussi réduire notre consommation de poisson. C'est quelque chose que l'on propose aujourd'hui. C'est une expérience qu'on propose. On n'est pas là pour convaincre et obliger nos clients, mais c'est de leur proposer un autre mode de fonctionnement. Et puis je pense que dans 10 ans, on sera déjà obligé de se rabattre sur des protéines qui soient différentes que celles de la viande ou du poisson. Quand on parle d'insectes, ça fait toujours un petit peu surprendre, mais je dis toujours, peut-être que dans 10 ans, on commencera à manger des puces de mer, par exemple. Ouais, j'ai vu des lentilles d'eau il n'y a pas longtemps. Les lentilles d'eau, je pense qu'il faudra qu'on trouve d'autres sources de protéines. Il y a les algues aussi. Il y a les algues, bien entendu. Pour l'instant, il y a des recherches dessus, mais dans 10 ans, on aura bien avancé dessus. Donc tout à l'heure, on a parlé de fermentation. Et justement, j'avais une question. Est-ce que les algues se prêtent à la fermentation ? Je pense que oui, c'est difficile. Il faut apprendre, il faut faire beaucoup de tests. L'algue reste quand même un produit qui est hyper sensible en fermentation. Par exemple, lactofermenter des algues, c'est très difficile et ça ne fonctionne pas. On a compris que le sel permet la conservation et la fermentation des algues, en tout cas ça les protège je pense. Donc oui, on a des techniques fermentaires aujourd'hui avec des algues comme des misos. On a parlé des algues, de la fermentation, mais il y a une assiette qui te tient à cœur, c'est une assiette autour des algues qui s'appelle l'estran. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors l'estran, c'est un plat que j'aime beaucoup. Quand on réfléchit à une assiette, au lieu de rester dans sa cuisine et de tourner en rond et d'imaginer quelque chose, moi je trouve que c'est toujours mieux de s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous. L'estran, je m'en suis inspiré forcément en étant en bord de mer parce que c'est des promenades que j'aime beaucoup faire et c'est le principal lieu pour toutes mes inspirations en fait. Et ce qui est intéressant sur l'estran, c'est que j'avais envie de retranscrire dans une assiette cette marée qui est en train de monter doucement, où on est sur un espace sur l'estran en fait, où on a des plantes qui sont aquatiques, on a des algues, mais on a aussi des plantes comme la salicorne ou la christe marine, avec cette
aspect peut-être un petit peu, alors le mot n'est pas très joli, mais vaseux de la côte, avec cette odeur qui est très présente. Et j'avais vraiment envie de retranscrire ça dans cette assiette. Aujourd'hui, on a réussi à le faire avec des ingrédients qui sont bien de chez nous, puisqu'on va avoir du coco de Paimpol, des algues, bien entendu, du chanvre, des bouillons d'algues, un petit peu travaillés comme un dashi, des algues qui sont déshydratées, des algues qui sont fermentées avec encore le 3,5,8, des algues fraîches, des algues que l'on fabrique avec des cuirs d'algues en fait, qui nous permet d'avoir une sensation en bouche assez fondante, ce qui est assez rare pour une algue. Donc visuellement, l'intérêt de ce plat, c'est que quand on pose ce plat et qu'on verse le bouillon, les gens sentent ce bol, ce bouillon, et ils ont vraiment l'impression de se promener sur la plage. Et pour moi, la réussite d'un plat, c'est ça, c'est amener nos clients, nos invités en bord de mer et leur faire vraiment vivre l'expérience. Et puis quand ils mangent ce plat, ils ont encore des sensations différentes parce que c'est un plat qui est hyper riche en umami. Donc ouais, c'est un plat dont on est très content. Il est à l'année du coup au restaurant? Il est à l'année et là on prend le risque la semaine prochaine de l'enlever et de le remplacer par un plat qui est aussi majoritairement fabriqué avec des algues qui s'appelle la laisse de mer. Ah oui. Donc ce que nous laisse la mer. Okay. Donc on a de la laitue de mer qui est en tempura, on a un miso d'algues encore une fois et encore une fois des algues et des coquillages et des poissons un petit peu séchés, tout ça. Donc on reste quand même toujours dans cette mouvance de bord de mer et plus haut sur la plage. Quoi. Exactement. Alors maintenant on va faire un petit jeu. En 60 secondes je vais te poser plein de petites questions. Okay. Et tu réponds par oui ou par non ou par le mot qui te vient à l'esprit. Ouais. T'es vrai? C'est parti. Beurre ou huile d'olive? Huile d'olive. Ton plat préféré? Tartare de Saint-Jacques. Pizza ananas, miam ou pas miam? Ah bah pas miam. Ta chanson préférée? Chiro, Billie Eilish. Galette ou crêpe? Crêpe. Ton sport préféré? Wingfoil. Dulce ou laitue de mer? Dulce. Pourrais-tu vivre ailleurs qu'en Bretagne? Non. Surf ou wingfoil? Wingfoil. Ta couleur préférée? Bleu. Pourrais-tu changer de métier? Non. Beurre doux ou demi-sel? Demi-sel. Sucré ou salé? Salé. Tu arrives à te baigner en Bretagne? Oui. Sans combi? Non. Ça dépend de En ce moment, oui. Sans combi. Ton film préféré? Gorille dans la brume. Galette crase ou pas crase? Crase. Ton concert préféré? YouTube. Bake Off ou Kigafars? Bake Off. Du coup, comme tu avais végétalisé ta cuisine, c'est important pour toi aussi de construire un potager, plus qu'un potager, on va dire. Oui. Tu nous accueilles ici justement dans une des parties du potager. Oui. Est-ce qu'avec tes jardiniers, tu as vu un impact climatique, un changement, en tout cas ces derniers temps, dans ton jardin? Oui. On a un impact climatique qui est sûr. Alors on a des températures qui sont très disparates. On va avoir des coups de chaud et on va avoir des coups de froid. Mais la principale inquiétude en fait, c'est l'eau. On a quand même des problèmes d'eau. Aujourd'hui, on implante beaucoup de cuves. On creuse et on implante nos cuves pour pouvoir avoir cette eau-là. Mais oui, l'eau devient assez rare, même en Bretagne, où on a cette image de Bretagne pluvieuse, ce qui n'est pas toujours si vrai que ça. Et puis on voit qu'on a quand même des plantes ou des fruits qui font leur apparition, dont on n'avait pas l'habitude de cultiver en Bretagne. J'ai envie de dire que c'est bien et c'est pas bien parce que ça permet d'avoir des jardins qui sont très nourriciers. On va pouvoir faire pousser du raisin, on va pouvoir faire pousser des mirabelles, de la coriandre vietnamienne, des choses comme ça. Alors c'est assez fun parce que ça nous fait une bibliothèque de goût qui est supplémentaire. Mais derrière le côté fun, il y a quand même cette inquiétude de voir ce climat qui se réchauffe. Tout à fait. Donc la Butte, c'est aussi un hôtel spa, en plus des restaurants, enfin de la table étoilée et du comptoir. Oui. Et du coup, vous êtes en train de complètement remodeler l'espace bien-être, si on peut l'appeler comme ça. Oui. Plus centré sur l'humain, la nature, le bien-être en général. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus, que vos travaux sont pratiquement finis. Oui. Donc quand la vidéo sera diffusée, ça sera fini, j'espère, pour vous. Oui. En septembre, donc normalement c'est bon. Oui, oui, on va ouvrir dans 3 semaines. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu le concept du lieu Alors le concept du lieu, ça devient, en fait, on a mis une grosse croix sur le spa, qui est pour nous quelque chose de très impactant pour l'environnement, où il y a de la piscine, il y a des jacuzzis, des choses comme ça qui sont très énergivores et qui proposent en fait du bien-être, mais qui est traité avec du chlore, avec du produit chimique, tout ça. Et je crois qu'on avait envie, enfin j'avais vraiment envie, et toute l'équipe aussi, de mettre une croix sur ce genre de bien-être, parce que c'est du faux bien-être en fait. Ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on rénove et ce que l'on crée, c'est un lieu d'alignement et de bien-être
bien-être justement, où on a retiré toute cette partie un petit peu ludique que l'on pouvait connaître de ces lieux et où on remet l'humain au cœur du lieu, mais pas seulement, enfin, l'humain au travers de plein de choses, l'humain au travers de l'accueil, de tous les soins qui peuvent être dispensés par des thérapeutes, mais aussi tant sur la décoration, on a travaillé uniquement avec des artisans finistériens, que ce soit sur la pierre, le bois, les matelas, sur la lumière. On a vraiment créé ce lieu de manière à avoir ce maximum d'énergie finistérienne, d'énergie bretonne, qui nous sert en fait à faire un lieu apaisant, le moins impactant possible, et où on change tous les codes et où l'humain vraiment devient le cœur du bien-être en fait. Et on l'appelle lieu d'alignement parce que oui, c'est un lieu où il est complètement tourné vers la mer, tourné vers cette baie, vers ces marées, et c'est un lieu où on va justement pouvoir se poser, avoir beaucoup de quiétude et prendre soin de soi, mais vraiment de soi de manière individuelle. Voilà, c'est se recentrer soi-même, et je crois que c'est ça la notion de bien-être de demain. C'est assez osé quand même pour un hôtel 4 étoiles de faire ça. Oui. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de... Ah si, alors peur, non, j'ai pas peur, parce que je crois que la peur nous empêche de faire beaucoup de choses. Il y a énormément de personnes qui me prennent un petit peu pour un fou, mais je pense qu'aujourd'hui, si on comprend l'impact et la nécessité en tout cas de changer nos habitudes, ne serait-ce que pour réduire notre impact sur le climat pour les années à venir, il faut réellement changer ces codes de bien-être où aujourd'hui, moi je suis encore catastrophé de voir des nouveaux établissements qui vont s'installer, 3, 4 ou 5 étoiles, et on construit des grandes piscines, des jacuzzis immenses et où tout le monde se baigne là-dedans, où on chauffe à 32 degrés. Voilà, je crois que la plus belle piscine qu'on peut avoir dans le Nord Finistère, même si elle est un peu fraîche, c'est la mer qu'on a juste en face. Quelques mètres ou quelques kilomètres d'ici. Voilà, donc l'objectif c'est reconnectez-vous d'abord aux éléments sur les lieux où vous vivez. Alors du coup, dans cet établissement, cette maison, il y a 2 lieux de table. Il y a la table étoilée, donc étoile Michelin plus étoile verte, si je ne me trompe pas. Et il y a le comptoir. Et je te cite, tiré du site internet, il y a moins de codes, moins de cérémonial, on peut sortir de la cuisine et rire avec les clients. Oui. Mais ma question, c'est est-ce que là aussi, dans une cuisine plus décontractée, tu arrives à proposer des plats aux algues ? Oui, alors d'abord on peut aussi rire avec les clients à la table étoilée, parce que pas les vexer. Étoilé, ça n'empêche pas d'avoir de la simplicité, d'être décontracté, de pouvoir rigoler avec les clients. Et oui, bien entendu, on peut servir des algues aussi sur ce côté bistrot, puisque par exemple on va servir un tempeh avec une sauce qui est très fermentée avec des algues par exemple. On va servir des tartares que l'on fait aussi avec des algues, on va servir des poissons avec des algues, on va servir un bouillon, une fondue de la mer qui est faite avec du miso de coco de Paimpol, mais aussi des algues, où on invite vraiment, où on met beaucoup d'algues dans le bouillon pour avoir quelque chose de très iodé. Donc oui, encore une fois, je crois que l'algue, de toute manière, elle est vraiment rentrée dans nos codes et elle est bien acceptée par la clientèle parce qu'ils ont compris aujourd'hui que l'algue, ça reste quand même, c'est devenu aujourd'hui une source de nourriture de tous les jours. Ouais, c'est ça, on peut s'en servir dans toutes les cuisines. Complètement. Il n'y a pas de limite. On va faire un petit test à l'aveugle. Ouais. Je vais te donner des cuillères ou des ingrédients à goûter. Et on va voir si tu connais bien les algues. Ouais. Alors, il n'y a pas de piège. Oui. Et aussi des produits bord à bord. D'accord. Bah oui. Je sais que tu connais pas tout, mais bon, on verra ce que tu connais. Donc, on va te mettre un petit bandeau et on commence le jeu. On n'est pas peur. Hein. On n'est pas à Koh-Lanta. C'est bon. Elle est où la cuillère ? Elle est vers toi, là, c'est bon. C'est ça, je suis bon là ? Ouais. Je m'en fous de partout en fait. Donc ça, selon toi, qu'est-ce que c'est ? Du kombu ? Tout à fait. Kombu royal, salé dessalé. C'est pas, on n'a pas été le pêcher, c'est vraiment du salé de bord à bord qu'on a dessalé. Bravo. Un tartare d'algues. Lequel ? Le classique. Voilà, parfait. Il est fort. Est-ce qu'on va arriver à le piéger ? C'est la bonne question. Le tsuku-dani. Bravo. Parfait. Bah, je sais pas, digérer du wakame quoi. Non, pas tout à fait. Ok. C'est plus coloré quand même. Ah ouais ? Ouais. Okay. À l'aveugle, c'est dur. Hein. Certaines algues.
Peut-être que je n'en avais pas mis assez, mais... Bah, c'est de la dulce alors. Voilà, de la dulce. Ok. Bravo. Ah, ça c'est du guacamole avec du basilic par exemple. Ouais. Et il n'y a pas d'avocat. Quelque chose comme du houmous un peu. Donc ouais, c'est proche du houmous, c'est de petits pois. Ok. Ah oui, bah oui, maintenant tu me le dis, oui, en arrière-bouche on a le petit pois carrément. Ça c'est un produit. Mais en premier, tu vois, on a vraiment là les basilic. Ouais, ouais. Bah ça j'ai jamais mangé. Alors celui-là, je sais pas si tu le connais, ouais. Non. Il y a du citron. Non, il n'y a pas de citron. Ah ouais? Non. Il a une belle acidité. C'est super bon. C'est pas c'est comme les ces pots où on réimbibe un petit peu avec de l'eau les algues. Non, non, ça c'est un tartare. Ah ouais? Ouais. Ben c'est pas grave, je sais pas. Je te montrerai après à la fin. Je sais pas ce que c'est. Allez, je te fais un petit dernier comme tu es en forme. On finit avec ça. Il y a une épice qui est assez forte. C'est quelque chose que je connais pas non plus. Enfin, que j'ai jamais mangé avec les produits bord à bord. Ah, pourtant, je connais ce goût. Je sais pas. Après, tu as le Joker. Hein. Quand tu vas le savoir, tu vas me dire, mais oui, c'est bien sûr. C'est pas du curry. Ah, ça se rapproche, mais pas tout à fait. C'est sûr, oui, c'est une épice, mais je l'ai pas là tout de suite. C'est pas de la cardamome non plus? Non. Je sais pas. Bon, Joker. Ouais, tu m'as scotché là, je sais pas. Oh, à l'aveugle, c'est dur. Allez, ouais. Tu peux enlever ton bandeau. Le tartare que t'as pas découvert, c'est le tartare de nori. Ah oui, ok, d'accord, tiens. Ok, pourtant j'ai déjà goûté. Donc c'est l'échalote nori bretonne et vinaigre de vin. Et puis là, c'est la moutarde, curcuma et poivre timut. J'ai jamais mangé. Ah bah c'est le timut que je sentais. D'accord, ok. C'est une moutarde qu'on a depuis quelques années, mais là on a sorti. D'accord, bah écoute, j'ai jamais fait le test. Ah mais bravo, t'as fait. Ça va. C'était pas mal. Allez, du 75%. Bah ouais, mais à l'aveugle, pas évident. En Malaisac, je suis même pas sûr que j'aurais trouvé. On va finir avec quelque chose aussi qui a beaucoup, que moi j'ai pas connu quand j'étais là. C'est que vous avez fait une boulangerie qui a déménagé il y a 3-4 ans. Ouais, il y a 3 ans, ouais. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'intrigue un petit peu dans ce monde du pain, qui m'intéresse, mais que je ne connais pas. C'est la recherche des blés anciens. Et j'ai même vu des chercheurs qui cherchaient des blés sur des toits de chaume médiévaux, en Irlande et tout ça, et qui vont prendre les graines pour essayer de pouvoir les faire pousser. Est-ce que toi, avec tes boulangers, ton équipe, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, c'est d'avoir un pain plus paysan, avec des blés anciens? Ouais, c'est vraiment une volonté. C'est une démarche qui est, elle n'est pas facile à faire parce qu'aujourd'hui, les blés anciens, c'est pas encore hyper répandu. Il faut vraiment aller chercher chez des producteurs. C'est difficile. À chaque fois, c'est pareil en fait. Quand on trouve un blé ancien chez un producteur, on a peut-être de la difficulté à le faire venir, en avoir assez, ou c'est des choses qui restent encore très, comment on dit ça, très, il y en a, c'est très intime, très rare en fait. Et oui, on a la volonté de changer ça, on essaye, on travaille déjà avec des blés anciens, avec bien entendu le vin naturel et tout ça, mais je crois qu'on a une difficulté, c'est le droit à accéder aux graines paysannes, aux semences paysannes, et ça c'est une difficulté qui est mondiale et il faut vraiment se battre aujourd'hui là-dessus, mais en tout cas ce qui est sûr c'est quand on propose un pain aujourd'hui avec des blés anciens, avec des semences paysannes, alors c'est sûr qu'il est meilleur, il est beaucoup plus biodisponible qu'une farine classique en fait qui va souvent être renforcée en gluten et il se conserve beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est un changement. Il faut y aller doucement sur le pain. Le français est habitué à ce pain blanc, cette baguette un petit peu tradition où on a de la farine quand même qui est assez blanche. Et pour la petite anecdote, moi je me rappelle que quand on a ouvert en 2017 cette nouvelle boulangerie, ça a été tout un drame d'enlever cette baguette blanche que l'on mange traditionnellement en Bretagne. Mais je crois que c'est rassis en 3 heures et c'est surtout mauvais pour l'organisme. Alors qu'aujourd'hui, si on mangeait un pain le plus sain possible, on n'aurait pas ces problèmes de gluten et de choses comme ça. De digestion, complètement. beaucoup de problèmes. C'est beaucoup plus biodisponible dès qu'on a
de la farine tracée issue de semences paysannes. Et c'est aussi beaucoup plus résistant à certaines maladies dans les champs. Ah oui. Ça évite aussi du coup les pesticides. Il n'y a pas de traitement et voilà. Compagnie. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaît pas les algues ou qui en a entendu parler et qui hésite toujours à les goûter? Qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire pour qu'il se lance dans cette aventure culinaire des algues? Pour se lancer dans l'aventure culinaire des algues, je crois qu'il faut d'abord, en fait c'est ce que j'ai fait moi, il faut les penser comme condiments et pas comme légumes par exemple, parce que ça s'apprivoise, on apprend à aimer les algues, c'est quelque chose qui peut paraître peut-être fort au départ, tout ça je peux l'entendre, mais aujourd'hui je crois que c'est devenu quand même un super aliment dont tout le monde a besoin, parce qu'il y a énormément de vertus sur ces algues-là, et oui, il faut commencer à les apprendre, à les manger en tout cas en tant de condiments et aller un petit peu plus loin. Souvent, les clients me disent « Ah, les algues, je déteste ça, moi je peux pas manger des haricots de mer ». Mais les algues, ce n'est pas que des haricots de mer. Voilà. Donc je crois qu'il faut... Et voilà, par exemple, là, on a une palette de goûts qui est complètement différente, composée d'algues, et ça prouve bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper diversifié, où on peut trouver de la gourmandise, mais aussi du bien-être en même temps, dans plein de préparations. Oui, parce que là, on parle d'algues en général, mais c'est comme légumes, c'est comme si on disait légumes. Exactement. Non, chaque algue a son goût, chaque algue a son sa goût couleur, et sa texture, et c'est super intéressant. C'est hyper riche en saveur. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot quand même à rajouter qui te tient à cœur sur cette vidéo pour dire ta maison, toi, l'environnement, la Bretagne, un mot d'espoir, de positivisme justement? Alors positiver, oui, bien sûr. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que je crois qu'il faut juste penser à demain et oublier ce qu'on nous a appris ces 40 ou 50 dernières années. Je crois que c'est ça qui est important. On a quand même tous un challenge et on le voit au quotidien, avec la chaleur, avec les feux, avec tout le comportement que l'humain peut avoir dans une société qui est assez capitaliste. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses beaucoup plus sobres. La sobriété, c'est aussi le bonheur. Et puis, c'est aussi prendre soin de soi, de ce qu'on mange, des aliments, et donc de la planète, et donc de nos écolieux, tout simplement. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. À bientôt.